Et il commence l'aventure avec nous, notre coach d'aujourd'hui, Monsieur Yannick Otto. Voilà le profil du manager qui réussit. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angeval. Bonne année. Bonjour Monsieur Otto. Merci, mes vœux les meilleurs. Et puis naturellement, plein de bonnes choses à la Maison Bleue. Merci beaucoup. Tout à fait. Alors, Monsieur Yannick Otto, le profil du manager qui réussit. On va essayer de s'attarder comme ça sur des rôles, des nouveaux rôles de ces managers qui réussissent au XXIe siècle. Mais avant de commencer, moi, j'ai envie de vous demander, nous sommes dans un monde en pleine mutation. Les managers ont certainement existé depuis bien longtemps. Quelle est la différence entre le manager d'avant et celui de maintenant? Très bien. Il faut déjà comprendre que le management, naturellement, c'est la science, naturellement, qui donne des atouts pour pouvoir gérer une organisation, une entreprise et gérer des collaborateurs. Ce qui existait avant, c'est naturellement, on va parler de management à la dure, en quelque sorte. Donc, du coup, ça nous fait penser à trois profils. Naturellement, il y a le profil du manager dit manager cynique, donc manager trop dur, qui, dans son équation, c'est naturellement résultat moins compassion. Résultat moins compassion. Ça veut dire que c'est le style de manager qui... avec lui, c'est naturellement, il faut faire le job, comment on se porte à la maison, est-ce que les enfants ont mangé, est-ce que la famille va bien, ce n'est pas trop son truc. Ce que lui veut, avoir du résultat au travail, le reste, naturellement, il s'en bat les couilles. Désolé pour le thème. Le deuxième profil, c'est ce qu'on appelle naturellement le manager trop lâche ou encore le manager trop mou. C'est le type de manager qui, lui, par contre, fait tout le contraire du manager trop dur, donc du manager cynique. Lui, son équation, c'est plutôt compassion sans résultat. C'est le type de manager qui peut se dire, bon, on n'a pas de résultat, on n'a rien atteint, mais on s'en fout, on boit du café ensemble, on rit ensemble, on s'amuse ensemble, on joue ensemble, et puis on s'en fout. Donc, ces deux types de managers ont naturellement échoué dans le management de leurs collaborateurs. D'où un nouveau manager qui est dit manager faible, qui fait l'alliance et la jonction des deux. Donc, qui allie la perspicacité et l'orientation au résultat du manager dur, en même temps qui met aussi naturellement la compassion et l'humanisme du manager mou. Donc lui, son équation, c'est résultat plus compassion. Résultat plus compassion. Merci, Monsieur Otto. Alors, on s'excuse encore pour le thème utilisé tantôt. Et puis, on aimerait savoir du retour de ce voyage dans le passé, qu'est-ce que c'est qu'un manager déjà? D'accord, très bien. Manager ou encore un manager, c'est planifier ce qu'on a à faire, s'assurer qu'on a fait ce qu'on a planifié de faire, vérifier qu'on a bien fait ce qu'on a planifié de faire et s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Donc, cet individu-là qui a la charge d'une équipe, qui gère ses collaborateurs, qui gère une équipe, naturellement, c'est ça son job. Il doit planifier, il doit vérifier que ce qu'il a planifié est en train d'être fait et est en train d'être bien fait. Et doit surtout emmener ses collaborateurs à s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Donc, du coup, naturellement, ça va faire appel à beaucoup plus de qualités que prévu. Il sera, par exemple, un excellent communicateur. Il devrait, par exemple, gérer les crises. Il devrait, par exemple, pouvoir communiquer en période de crise. Il pourra gérer naturellement les conflits. Il pourra naturellement exceller dans la planification et beaucoup de choses comme ça. Y a-t-il des risques d'égarement dans cette démarche? Bien sûr, il y a des risques et il y a des risques partout. Le risque, naturellement, que le manager court ici, c'est de basculer dans l'un ou l'autre des profils sous-cités tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand, par exemple, il devient trop dur et il a une orientation uniquement vers le résultat, il peut avoir du résultat, mais ce qu'il se passe, c'est que la plupart des gens qu'il coach, la plupart des gens qu'il manage, peuvent faire les choses juste parce qu'il y a quelqu'un. Juste parce que s'ils ne font pas, ils risquent gros. S'ils ne font pas, ils risquent d'être tapés là-dessus. Ça, c'est un risque. Par exemple, pour le manager aussi trop mou, donc pour le manager dit manager trop mou, donc manager lassiste, lui, par contre, le risque ici, c'est de perdre de vue les objectifs et surtout de ne pas arriver à atteindre les objectifs pour lesquels il a été payé et pour lesquels il a été recommandé. Du coup, j'ai envie de vous poser la question de savoir quelles sont les qualités d'un bon manager et pourquoi. Très bien. Alors, on avait déjà commencé naturellement par aborder la question. Il devrait être un leader, naturellement. Il devrait être un leader. Qui parle de leader ici parle naturellement de quelqu'un qui a la capacité de tirer les gens pour les envoyer quelque part. Quelqu'un qui a la capacité de pouvoir fédérer une équipe autour de lui vers un idéal commun. Quelqu'un qui est capable de pouvoir influencer positivement son équipe. Parce que naturellement, quand on est manager, les gens qui travaillent avec nous devraient pouvoir travailler avec nous, même si on n'avait pas la casquette de manager.
Et c'est ça tout l'intérêt ici. Donc, un leader, il doit être également un excellent communicateur pour pouvoir gérer les situations de crise et de tension. Il devrait également, naturellement, avoir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité qu'il a de pouvoir gérer les situations complexes. La capacité qu'il a de pouvoir interpréter et réinterpréter toutes les situations, on va dire, à l'avantage de l'entreprise. Par exemple, il y a des gens qui viennent au travail et qui ont des défis. Des défis, quand je parle de défis, ils ont des problèmes au niveau de la famille, au niveau de beaucoup d'aspects. Le manager devrait pouvoir comprendre ça et pouvoir épauler naturellement ses collaborateurs. Donc, pour en rester à là, on va dire être un bon leader, être un excellent communicateur et pouvoir naturellement avoir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Vous avez parlé de la famille il y a quelques instants. Est-ce que notre comportement ou même l'environnement immédiat n'influe pas sur notre manière de manager? Tout à fait. Tout à fait. C'est pourquoi il est recommandé aux managers de pouvoir prendre en compte la dimension, on va dire, socio-culturelle ou encore la dimension même familiale, n'est-ce pas, de l'individu. Rappelez-vous, comme le disait Gandhi, l'homme est un tout indivisible. Donc, celui qui vient au travail, c'est le même naturellement qui est à la maison, c'est le même naturellement qui est en dehors du travail et tout ça. Donc, s'il y a des aspects en dehors du travail qui le préoccupent, il ne pourra pas avoir du résultat au travail. Il ne pourra pas donner de son plein potentiel, tout simplement parce qu'il est, on va dire, il vit dans une atmosphère qui est plutôt surchargée et le manager devait pouvoir comprendre ça pour épauler ses collaborateurs. Alors, on est sur un regard assez généraliste du manager, mais notre sujet, c'est vraiment arrimé à la réussite. Le manager qui réussit, il devrait incarner quoi comme valeur et comme aptitude? Très bien. On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les 4 rôles ou encore les 4 nouveaux rôles du manager qui réussit. En premier, il devrait être un ami. C'est quoi un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui connaît vos peines et qui sait naturellement vos souffrances. Mais c'est quelqu'un naturellement qui partage effectivement vos moments de joie et vos moments effectivement de bonheur. C'est ça un manager. Donc quelqu'un qui... Un manager doit-il être intime à ses collaborateurs? Pas intime, mais... Faire la frontière du coup. Pas intime, mais naturellement, il devrait être, on va dire, sociable. Il y a quand même une barrière, n'est-ce pas? Sociable, pas forcément intime, mais sociable. Sociable s'entend ici par être un ami. Et un ami, naturellement, c'est quelqu'un qui connaît vos peines, qui vous regarde et qui sait naturellement que vous souffrez et qui est capable, soit dit en passant en deux tâches, vous donner une tape sur l'épaule et vous dire on est ensemble et on va porter ce coup ensemble. Donc, premier aspect... Sans être inquisiteur. Tout à fait. Premier aspect, être un ami. Deuxième aspect, donc deuxième rôle, être un formateur. Il devrait pouvoir transmettre les compétences qu'il a et les acquis qu'il a à ses collaborateurs. Souvent, quand nous coachons les managers, la plupart du temps, les gens sont mus par le risque de perdre un collaborateur qui est devenu trop compétent. Mais du coup, on leur pose la question de savoir, est-ce que vous voulez manager ou encore est-ce que vous voulez gérer une équipe de personnes qui sont médiocres ou passables, ou bien est-ce que vous voulez naturellement coacher et manager une équipe de personnes qui sont excellentes avec naturellement, bien évidemment, le risque de pouvoir les perdre? La question ne se pose pas. Tout à fait. Il faut les former. Donc, un manager doit être un formateur. Même si les gens sont bien formés, ils vont partir, ils iront quand même avec l'idée derrière de ce que c'est ce type-là qui m'a formé. C'est grâce à lui que je suis ce que je suis. Donc, deuxième aspect, un formateur. Troisième aspect, donc, il devrait être un coach. C'est quoi un coach? Un coach, c'est quelqu'un qui est capable de prendre quelqu'un à zéro et de faire de lui un héros. C'est quelqu'un qui est capable d'accompagner, n'est-ce pas, une autre personne dans une dynamique d'amélioration continue. Souvenez-vous, on l'a dit tantôt. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir, avec l'appui, on va dire, social et toutes les techniques et toutes les compétences qu'il a, de prendre quelqu'un et de l'accompagner via un processus. Il devrait pouvoir le faire. Même s'ils sont 100 collaborateurs, 200 collaborateurs, il devrait pouvoir naturellement user, on va dire, d'une sorte de petit groupe et former et coacher naturellement les têtes de liste pour que ces derniers-là puissent transmettre le savoir et la compétence et tout ce coaching-là qu'ils ont appris de leur big boss, au fait. Et la troisième ou la quatrième, nous en sommes à la quatrième. D'accord. Donc la quatrième, c'est être un mentor. Vous voyez, quand vous rentrez dans une organisation et que vous voyez par exemple un manager, quand vous essayez de comprendre son histoire, vous allez voir que c'est souvent quelqu'un qui est rentré au bas de l'échelle, qui a dû se battre et finit par décrocher naturellement un poste de manager et devenir cadre et devenir décideur, tout ça. Ses collaborateurs ont envie de lui ressembler. Ses collaborateurs ont envie, eux aussi, de faire le chemin.
mais ils ne connaissent pas forcément la route. Ils ne connaissent pas forcément la voie. Donc, naturellement, ce manager-là, son job, ça devrait être de montrer la voie à ses collaborateurs tout en démystifiant ce chemin-là. Beaucoup de managers, par exemple, et ça on l'entend souvent, ne se cassent pas suffisamment la tête ou encore ne se décacassent pas suffisamment pour leurs collaborateurs. Et les collaborateurs en sont frustrés. À la pratique, M. Otto, ça donne quoi pour toutes ces 4 entités ou tous ces 4 rôles que devrait avoir un manager? À la pratique, ça donne OK, très bien. Prenons un cas de figure. Nous sommes dans une entreprise et nous constatons qu'il y a un manager qui n'arrive pas naturellement à avoir du résultat avec ses collaborateurs, naturellement. Si on prend le cadre, le premier, où il doit être un ami, il va commencer par appeler le collaborateur en question, essayer de voir qu'est-ce qu'il en est, comment ça se passe à la maison. Pourquoi pas même lui offrir, on va dire, l'opportunité d'un déjeuner en dehors du cadre du travail, par exemple. On n'a pas forcément le temps de nous étaler là-dessus, mais il y a par exemple ce qu'on appelle la méthode des 5 générosités constantes, par exemple, qui consiste à faire 5 bonnes choses à un collaborateur pour l'emmener à devenir redevable. Ou un peu. Par exemple, je sais qu'il se marie. Je lui offre, par exemple, le costume. Je sais qu'il se marie. Je lui offre, par exemple, un voyage à Assini ou encore au Maroc, tout ce qu'il veut. Je sais qu'il a besoin, par exemple, il aime bien les jeux. Je lui offre une PS5. Ou un peu. Ça en fait de pub. Ouais. Donc, naturellement, vous lui offrez comme ça des petites gadgets, mais des choses qui pourraient le toucher et il pourrait naturellement apprécier cela. Donc ça, c'est dans la phase un ami. En tant que formateur, on va pratiquement lui partager des documents. On va l'emmener à s'inscrire, par exemple, dans des cours qu'on a suivis, par exemple. Bon, j'ai été peut-être à telle école ou bien à telle autre école. Je te fais une facilité. Tu pourras naturellement aller aussi te former autre. Vous voyez un peu? Donc, on va lui apporter, par exemple, une bourse d'études. On va peut-être voir avec l'administration, la direction, pour pouvoir faciliter ce genre de choses-là, pour qu'il puisse, en offre, continuer de se former et toutes ces choses-là, par exemple, en tant que formateur. En tant que coach, on va se mettre à sa disposition. On va vérifier et faire attention à ce qu'on appelle les écarts de performance et surtout, naturellement, les écarts d'humeur. Parce que quand un individu n'est pas trop content, c'est un signal. Quand il est trop stressé, c'est également un signal. On va vérifier ça pour voir en quelle mesure on peut vraiment être avec lui et l'épauler. Et naturellement, comme mentor, partout où on va aller avec lui. Alors, M. Yannick Otto, vous avez parlé d'un ami, d'un coach, d'un mentor. Et il y a forcément un lien entre tous ces, on va dire, tous ces mots. Est-ce que souvent on ne fait pas de confusion par rapport à tous ces mots-là? Non, pas vraiment, parce que on va dire quoi déjà, on va encore retracer les frontières. Un ami, ici, c'est la dimension humaine, c'est la dimension sociale. C'est montrer à l'individu que nous sommes avec lui dans ses peines, tout comme dans ses moments de joie, n'est-ce pas? Un formateur, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui transmet son savoir, qui aide quelqu'un, n'est-ce pas, à acquérir des compétences. Un coach, c'est quelqu'un naturellement qui prend quelqu'un et qui l'envoie via un processus de questionnement, via un processus naturellement qui est technique, qui l'envoie à pouvoir se surpasser, se dépasser. Vous voyez un peu? Et un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà réussi quelque chose et qui connaît le secret et qui peut nous envoyer là. Donc, il connaît le chemin, il a fait le chemin, il peut nous conduire au chemin. Alors, M. Otto, dès lors que le manager a toutes ces aptitudes-là, et nous avons pris un exemple un peu micro-synthétisé, au niveau macro, quand on est face à une pléthore d'employés, est-ce que cela s'applique de la même manière ou comment? Quelle est votre recette? D'accord, très bien. Déjà, nous, pour ce que nous faisons et pour le coaching même, on a une exigence. L'exigence dont je vais parler ici, c'est de vraiment rendre les choses suffisamment simples pour que la plupart des gens que nous accompagnons effectivement et puissent effectivement nous capter. Vous voyez, la plupart des managers que nous accompagnons, ils ont des MBA, des PhD, des ceci, des cela, mais ils n'ont pas de résultats. Parce qu'ils restent souvent dans de grandes théories. Et ces théories-là sont souvent loin effectivement du concret et de la réalité. Donc notre job, c'est de pouvoir démystifier et simplifier les thèmes, les thématiques, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se cache derrière tous les grands thèmes alambiqués qu'ils ont dû apprendre ici et cela. Vous voyez un peu? Donc on a une approche qui est vraiment terre à terre et qui est vraiment très simpliste
pour que le manager puisse naturellement trouver son chemin et aider naturellement. Je vois la subtilité de votre réponse. J'ai envie d'insister par rapport aux recettes que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs, parce que c'est aussi ça le but. Quelle recette précise pour pouvoir donner ces compétences-là à un manager aujourd'hui qui a 2000 employés, 300 employés, pour pouvoir vraiment se déployer? Très bien. Ils doivent sortir de ce qu'on appelle les certitudes managériales. La certitude managériale, c'est quoi? C'est le fameux « je sais tout ». Je n'ai pas besoin d'être formé. J'ai un PhD, j'ai un MBA, j'ai fait Harvard, enfin bref, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci et cela, n'est-ce pas? L'élément ou encore l'instrument de mesure d'un manager, c'est le résultat. S'il n'a pas de résultat, ça veut dire son PhD ne lui sert à rien. S'il n'a pas de résultat, ça veut dire son MBA ne lui sert à rien. Il faut qu'il réinvente ses méthodes et qu'il essaie d'accepter de s'ouvrir à autre chose. Parce que les gens sont dans l'incertitude, au fait. Ils ont appris des choses, ils ont vu des choses. Et ils ont fait ça depuis des années et ils sont dedans. Il faut qu'ils sortent de ça et qu'ils tentent de nouvelles choses. Dans cette quête permanente de réussite et tout, les difficultés que pourrait rencontrer un manager? Elles sont pléthores. Par exemple, posons la question de la motivation, par exemple, des collaborateurs. Et ça, c'est monnaie courante. La plupart des managers se plaignent de ce que leurs collaborateurs ne sont pas suffisamment motivés ou encore sont démotivés. Mais encore une fois, comme on le dit, la démotivation n'est qu'un résultat. La démotivation montre que quelque part, le collaborateur ne se sent pas suffisamment impliqué ou ne sont pas suffisamment importants dans le système. Parce que foncièrement, les défis que les managers rencontrent sont de deux types. Ce sont des défis liés au système, donc à l'optimisation du système. Donc, des gens, par exemple, ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent pas comment le système de production fonctionne, ils ne sont pas suffisamment compétents pour faire le job. Ou bien, ce sont des défis d'ordre relationnel. Donc, ils savent comment ça se fait, mais naturellement, ils n'ont pas envie de le faire. Donc, ça me ramène à penser à, par exemple, 4 autres profils, on va dire, de personnes ou encore d'employés qui sont dans une entreprise. Vous allez trouver des gens qui sont compétents et motivés. Ce sont naturellement d'excellents collaborateurs. Vous allez trouver des employés qui sont compétents, non motivés. Naturellement, à ce niveau-là, c'est souvent d'ordre relationnel qu'il faut checker. Peut-être le salaire, ou bien peut-être n'aime pas la manière dont le traite et autres. Vous allez trouver des gens qui sont motivés, mais qui ne sont pas compétents. N'est-ce pas? Il est motivé, mais il n'est pas compétent. À ce niveau-là, il peut avoir vraiment l'envie de tout casser, de tout donner, mais il n'y peut pas parce qu'il ne sait pas comment faire. À ce niveau-là, il faut prendre le soin de le former. Et vous allez trouver naturellement des gens qui sont ni compétents, ni motivés. Il faut s'en débarrasser, tout simplement. D'accord. Alors, de tout ce que l'on vient de dire, là, c'est clair que cela implique un changement brutal ou, en tout cas, souple, selon les tendances. Alors, comment amorcer l'étape transformationnelle au sein d'une entreprise? Très bien, c'est une excellente question. Il faut déjà reconnaître que le changement fait peur. C'est maintenant. Ouais, c'est maintenant, mais le changement fait peur, n'est-ce pas? Le changement fait peur. Pourquoi le changement fait peur? Parce que la plupart des gens sont dans ce qu'ils sont pendant longtemps. Et changer implique pour notre subconscient de pouvoir essayer quelque chose de nouveau. Or, notre subconscient interprète toute nouvelle situation, toute nouvelle décision comme un danger. Donc, il n'y va pas. C'est pourquoi les gens sont résistants au changement. Par exemple, les gens savent que ce n'est pas peut-être bon de faire telle ou telle chose, mais comme ils le font depuis son petit, ils préfèrent le faire ainsi. N'est-ce pas? Donc, nous, en tant que coach, en tant que formateur, en tant que consultant, notre job, c'est d'accompagner effectivement ce changement-là. Il faut qu'ils puissent s'ouvrir de plus en plus à ce genre de choses. Vous voyez un peu, c'est très important. Souvent, ça peine de comprendre que les gens n'ont pas encore compris que la formation, c'est capital. N'est-ce pas? Donc, accepter de s'ouvrir à de nouvelles choses, accepter de s'ouvrir à de nouveaux horizons, et puis mettre le pied et ainsi de suite. Vous parlez de simplicité, j'ai envie de rester sur ce mot concernant le manager, et je souhaiterais que l'on se penche un peu sur le mot humilité pour un manager. C'est vrai qu'on le dit, mais souvent dans le comportement, on ne l'a pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce... Très bien. Bon, chers managers et à tous les managers qui m'écoutent, peut-être qu'ils ne vont pas aimer cette séquence, mais c'est selon le travail du coach aussi que nous sommes. C'est de vraiment dire des choses qui transforment et qui aident vraiment les gens. Même si vous êtes manager, un manager, ce n'est pas les titres ronflants. Ce n'est pas, comment on va dire déjà, c'est moi le boss, c'est moi le patron et autres. Et cette attitude de vouloir écraser et dominer les autres empêche vos collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes
apprenez à leur servir et à vous mettre à leur service. Vous comprenez? C'est vraiment ça. C'est une leçon, on va dire, de leadership, mais qui est très essentielle. Apprenez à vous dépouiller de tous vos titres. Déjà, les gens savent que vous avez déjà le titre. Le titre, vous l'avez déjà. Mais naturellement, ça va se jouer maintenant dans votre attitude et votre manière de prendre les gens et de les emmener à pouvoir se sentir à l'aise. Même les enfants, quand vous prenez un enfant et qu'il n'arrive pas à se sentir important, à se sentir suffisamment aimé, souvenez-vous, le besoin le plus important pour un homme, ce n'est pas le besoin de se nourrir, c'est le besoin de se sentir important. Tout le monde veut se sentir important. Donc, l'humilité va amener chacun de vos collaborateurs à fédérer autour de vous. Et puis après, ils vont vous redonner la place. Dans tous les cas, c'est vous le boss. C'est très bien. De toutes les façons, hein, le tigre ne clame pas sa tigritude. Bien sûr, il pense sur sa peau. On le voit à sa peau. Voilà. Alors, à quel indicateur on sait qu'on a réussi et quand on est un bon manager? Mais au résultat, tout simplement. Quand on a réussi à créer une organisation, on va dire, significatif, à mettre en place un système qui tourne et qui peut tourner sans nous. Et surtout, on a réussi à laisser un héritage. Quand je parle d'héritage, en termes de personnes. Vous voyez, il y a des gens, il y a des managers, par exemple, le jour où ils ne sont pas là, il n'y a pas de job. Quand ils ne sont pas là, rien ne peut se faire. Si on est encore à ce stade, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. On devrait pouvoir léguer un héritage en termes d'attitude, en termes de manière de faire, de savoir-faire, de savoir-être, à telle sorte que si X, Y, Z n'est pas là, le travail peut tourner malgré tout. Quand vous voyez de multinationales, de grosses entreprises qui fonctionnent, naturellement, le grand boss, il peut même, je veux dire, lever la main, mais tout par derrière, il y a tout un système qui continue de tourner. Et c'est à cela qu'on reconnaît ça. Un système qui est autonome, des personnes qui sont significatives et surtout qui peuvent perpétuer la vision. On peut ajouter donc la qualité de délégation. Oui, mais tout ceci, bien sûr, tout ceci, ça rentre dans un ensemble. Parce que si vous réussissez à créer un système autonome, ça veut certainement dire que vous pouvez déléguer sans crier gare. Alors, vous parlez de résultats. Oui. À la fin de l'année, moi, j'ai tout de même mon résultat. J'ai quand même mon résultat, même si j'ai martyrisé mes employés ou mes collègues tout au long de l'année. Je suis un bon manager. Non. Souvenez-vous, quand on définissait les trois profils, oui. On a dit qu'il y a le manager cynique ou le manager trop dur. On a dit que son équation, c'est résultat moins compassion. Donc, ça veut dire qu'il obtient du résultat, oui. en quelque sorte. On a vu le manager trop mou. On a dit que lui, c'est plus la compassion, il n'y a pas de résultat. Lui, c'est vraiment à jeter de côté. Mais on a dit le manager qui réussit, il fait la jonction entre les deux. Ça veut dire qu'il adjoint le résultat à la compassion. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Prenons un cas de figure très pratique. J'aime vraiment être pratico-pratique, comme on dit. Si un collaborateur vient demander une permission pour un enterrement ou pour une urgence à un manager, selon que le manager est dans l'un ou l'autre profil, s'il est trop mou, il va dire, mais tu peux partir. Mais il n'y a pas le fait, tu peux partir. Mais vas-y, tu peux partir. Et pas derrière, le travail est fait, le travail n'est pas fait. Il s'en fout. Ils vont constater les dégâts après. On ne doit pas faire ça. S'il est trop dur, il va dire, non, tu ne bouges pas. Il y a du travail à faire, tu restes. Le collaborateur va garder une rancune. Ça peut agir après sur le job. Naturellement, il aura à faire le travail, mais il ne sera pas performant. Le manager ferme et le bon manager, comme on dit, c'est celui qui va lui dire, OK, tu pourras partir, mais avant, essaie de voir si M. Zaïbé ne peut pas prendre la main dessus, si Miss ne peut pas prendre la main dessus, faire ceci ou bien faire cela, n'est-ce pas? Donc, du coup, il a donné la permission, mais il a pris des dispositions pour qu'on puisse atteindre le résultat. C'est ça, au fait. Finalement, le résultat s'évalue dans la durée. Oui, dans la durée, bien sûr. Dans la durée, naturellement dans la durée. Très bien. Alors, M. Yannick Otto, avec lui, on parle du profil du bon manager, le manager qui réussit. Alors, c'est vrai qu'on a planché sur plusieurs aspects, on a dit beaucoup de choses. M. Yannick Otto, que devons-nous retenir avant de vous laisser partir? Très bien. Il faut retenir qu'au XXIe siècle, à notre ère, le management a évolué. Le management n'est plus ce qu'il a forcément été dans le temps où on appliquait ce qu'on appelle le management à la dure. On tapait sur la table, on criait sur les collaborateurs, c'était la chicotte, c'était vraiment taper ici, taper là. Non. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se sentir importants et de se sentir impliqués, même dans le processus de décision, pour que ces derniers-là puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, en tant que manager, il faut pouvoir comprendre ça et s'inscrire dans ces quatre dynamiques-là, en étant pour nos collaborateurs un ami,
en étant pour eux un formateur, donc pour transmettre nos compétences, en étant pour eux un coach, donc du coup pour les soutenir et pour les élever vers effectivement des niveaux un peu plus hauts, et surtout en étant un mentor pour démystifier le processus par lequel nous on a fini par réussir. Finalement, l'option participative est la mieux indiquée pour pouvoir faire du résultat quand on a des équipes à gérer. Merci infiniment, Monsieur Yannick Otto. Je rappelle que vous êtes coach en développement en personnel et leadership et de performance. On se reverra certainement d'autres fois sur ce même plateau. Nous, on part pour une courte pause.